Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le football a marqué votre vie et votre carrière. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre où vous confiez aussi avoir bu quelques ballons entre deux matchs. Des souvenirs en forme de puzzle que nous allons aujourd'hui juger sur pièce, justement. Bonjour Didier Roustan. Bonjour Jacques. Alors, le livre Puzzle, c'est chez Marabout, un livre de souvenirs imposant, plus de 400 pages. Ouais. Et dans ce livre, et vous évoquez votre parcours et votre vie, ça tombe bien, c'est le principe des clés d'une vie à travers des dates clés. Donc, on va parler du livre, bien sûr. D'accord. Il va être en filigrane de certaines dates, dont une évoquée dans ce livre, le 20 septembre 1976. Je crois que c'est votre premier stage. Tout à fait. J'entre en stage à TF1, qui est encore à l'époque à la mythique adresse du 15 rue Cognac-G. Et je vais découvrir cet univers. À la base, je dois rester 3 mois et repartir ensuite. Alors, il se trouve que l'immeuble de la rue Cognac-G, je ne sais pas si vous le savez, Didier Roustan, au départ, dans les années 20, c'était un music hall et une pension de famille pour les retraités. Ouais. Les Allemands ont pris l'immeuble en 40 en essayant de faire de la télévision. Et fort heureusement, ils ne sont pas arrivés au bout. Et la France a pu reprendre les lieux en 45 et créer la télévision. Je ne savais pas. Je savais qu'il s'était passé des choses, mais bizarrement, je ne savais pas. Alors, donc, vous êtes journaliste, effectivement, et vous avez fait plusieurs chaînes. Et le début, donc, c'est ce stage au service des sports, je crois, au 5e étage de la rue Cognac. 7e. 7e. Ah, vous avez raison, effectivement. Au début, c'est 5e, et après, on est passé au 7e. À cette époque-là, oui, c'était au 5e. Alors, effectivement, je dois faire un stage à la base pour savoir si ce métier est susceptible de me plaire. Parce qu'après le bac, j'avais fait des études pour être professeur d'éducation physique, parce que j'étais pas un grand intellectuel et pas un violent de l'effort, hormis physique. Donc, je jouais beaucoup, je pratiquais un peu tous les sports, en particulier au football. Le football où j'étais licencié à la SCAN depuis l'âge de 6 ans environ. J'étais passionné de football, j'avais 4 entraînements par semaine, plus le match le dimanche, mais je jouais aussi sur des terrains vagues avec mes copains de quartier ou à l'école. J'étais un ravagé. Mais très rapidement, au bout de quelques jours, ça présentait aussi l'avantage, les études pour être professeur d'éducation physique, que la première année se passait à Cannes, et je suis de Cannes. Et moi, un peu bébête, quoi. J'avais les professeurs d'éducation physique que j'avais connus au lycée me paraissaient pas être des bêtes de travail, ce qui me convenait assez bien. Voilà, ils étaient là avec leurs survêtements et leurs chronos, et ils disaient bon, allez, on va vous tester sur 60 mètres. Bon, il y a la corde, allez, montez à la corde. Bon. Aujourd'hui, on va sur le terrain de volley, voilà le ballon, amusez-vous. Et surtout, quand ils rentraient après leur cours, ils n'avaient pas, comme tous les autres professeurs, une tonne de devoirs à remplir, quoi, enfin à corriger. Je me disais, c'est un métier parfait pour moi, ça va être physique et tout. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça, et j'ai vite fait demi-tour. Et ce stage s'est présenté par certaines circonstances, et parce que finalement je voulais pas travailler, non, c'est pas bien de dire ça, mais je voulais être rapidement indépendant et pas faire d'études en fait. Et j'aimais bien la pêche. Je travaillais avec un pêcheur professionnel chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires. Ça me plaisait. On allait au large, on jetait les filets, on dormait à la Belle Étoile, aux îles. Quand c'était l'été, après, on allait vendre ça sur les parkings. Je sortais beaucoup, donc je connaissais les boîtes de nuit de mon quartier, le Playgirl, Whisky à Gogo, les patrons aussi qui m'aimaient bien. Et j'avais un très bon copain qui travaillait. Comme garçon, quoi, voilà, pour placer les gens, amener, pas barman, mais amener les verres aux tables, tout ça et tout. Voilà, je me disais, je vais faire ça. Et puis regarder les levées et les couchers de soleil, jouer au foot avec mes potes, et ça sera une vie qui sera très bien. Ça a un peu alerté mes parents qui me disaient quand même, peut-être tu es en capacité de faire autre chose.
Et ils avaient entendu dire de partout que je commentais le football, que j'en connaissais plus en football que les gens de mon âge, que j'aimais transmettre, etc. D'où l'idée de, pourquoi pas, journaliste sportif. Voilà. Donc, vous rencontrez Georges... Excusez-moi, j'ai fait un peu long, mais c'est le principe de l'émission, on peut s'exprimer. Voilà, largement. Bon, voilà. Et alors, vous rencontrez Georges Decaune, qui est à l'époque le patron du service des sports. Exactement. Il a été pionnier du journal télévisé, et je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, les images du journal télévisé en 1950 arrivaient de n'importe où, et on les commentait sans les avoir vus, dans une petite cabine. Donc, on racontait n'importe quoi sur le commentaire, et ça passait sans le moindre problème. Ah oui, mais après, ça fait travailler l'imagination. Georges Decaune a été important pour moi, enfin pour des tas de raisons, parce qu'il m'a fait confiance aussi, notamment. Ça sera dans la suite de l'histoire. Mais j'ai trouvé quelqu'un... justement de très imaginatif, de très créatif, de très pointu aussi, bon, d'un point de vue journalistique. Et j'ai appris rapidement, peu de temps après, qu'il avait fait des choses aussi un petit peu qui sortaient de l'ordinaire, comme aller sur une île et y vivre comme Robinson Crusoe, afin d'expliquer, de transmettre tout ça. Ensuite, d'être dans un zoo, dans la peau d'un animal derrière des grilles, quoi, enfin, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, c'est sûr. Et puis il a commenté les premières arrivées en direct du Tour de France au Parc des Princes. Ouais. Alors il était sur la piste avec une toute petite caméra dans un coin et commentait le sprint final de la dernière étape. Bah, c'était les pionniers, hein. C'est vrai que la chance aussi quelque part, quand j'arrive en 76, c'est que la télé est un outil encore un peu nouveau, quoi. Alors, il se trouve que votre premier travail, c'est trier les dépêches, trier les cassettes, enfin le travail comme banal. Comme tout stagiaire, voilà. Bien sûr. Il y a quelqu'un, et puis ça va bien se passer parce qu'il y a quelqu'un qui vous repère, qui est Jean Rénal, qui a été un des pionniers aussi du sport, qui a été l'adjoint de Georges Briquet, qui a été le pionnier de la radio et du sport. Oui, Jean était à la base un journaliste à la radio. Et puis après, quand l'ORTF a explosé, je crois que c'est vers 74, donc c'est créé TF1, Antenne 2 et FR3. Ils ont nommé un chef des sports, comme un chef du service politique, un chef de... Voilà. Et ce chef a monté son équipe. Et il a donc pris Jean Rénal, qui était un grand spécialiste de basket, mais qui connaissait un peu tous les sports, et de football aussi, qu'il avait pratiqué étant jeune. Et il m'a pris vraiment en affection et sous son aile, et je consacre un chapitre sur lui parce que le livre, justement, je viens suivant les époques, je suis pas un ordre chronologique, et c'est une manière aussi d'expliquer voilà, certains moments de vie clés et les gens qui ont contribué aussi. Oui, parce qu'il explique un jour à Georges Decaune que finalement, il va falloir peut-être garder le petit. Le bébé, comme on l'appelle. Oui. À l'époque, on m'appelait le bébé parce que j'avais 18 ans, peu de temps après 19, et les rédactions étaient beaucoup plus vieilles qu'aujourd'hui, quoi. Notamment au service des sports, comme dans tous les services. Le plus jeune après moi, il devait peut-être avoir 29-30 ans. Et quand il y a 10 ans d'écart comme ça, ou un peu plus, à ces âges-là en tout cas, c'est assez conséquent. Et Georges Decaune, il aurait pu être mon grand-père, le secrétaire général Jean Barberousse aurait pu être mon grand-père. Donc j'étais franchement dans un monde d'adultes. Et en ces temps-là, aujourd'hui, les jeunes ont plus confiance en eux, ils sont plus avertis, un peu à tout, ils sont beaucoup plus éveillés. Nous, voilà, un adulte, je veux dire, on mouftait pas trop, quoi. Et j'ai trouvé, mais dès, comme je l'explique, parce que j'explique de cette journée du 20 septembre 76, il s'est passé 2-3 choses, alors que j'étais très nerveux, quoi, très intimidé, qui m'ont fait comprendre que cet univers, ce métier, était sans doute fait pour moi. L'univers, en tout cas. Le métier, j'allais le découvrir après. Voilà. Et il se trouve aussi qu'à cette époque, il y a Solange Peter, qui était une assistante, et qu'on connaît à la télévision, car elle a créé une émission mythique qui s'appelait Histoire sans parole. Histoire sans parole, oui. Elle était réalisatrice. Elle était assistante à une époque, mais elle était réalisatrice, et ça sera la réalisatrice de Téléfoot, une émission qui va voir le jour en septembre 77. Alors elle, ça va être ma maman spirituelle.
Et elle m'appelait pas bébé, elle avait toujours la cigarette collée aux lèvres avec la cendre là en équilibre. Et elle me voyait et plein de tendresse, elle me disait mon petit. Ah ouais, j'étais choyé. Et justement, côté famille, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est votre grand-mère, qui vous a fait découvrir un poète célèbre. Car votre grand-mère écoutait Bob Dylan. Ouais, elle écoutait Bob Dylan, notamment cette chanson Like a Rolling Stone. Connue, Like a Rolling Stone. Ouais, comme une pierre. C'est assez rare ce genre de choses. Oui, c'était une grand-mère antillaise, mais assez rock par certains côtés. Et la musique de Bob Dylan et ce qu'il chantait aussi l'a touché beaucoup. Donc j'ai grandi avec ça parce que ce sont mes grands-parents dans ma prime jeunesse qui se sont occupés de moi. Et puis j'avais une grande sœur aussi qui était très très rock, quoi, dans l'esprit et dans la musique aussi. Donc je me suis fait une culture musicale comme ça. Et vous êtes toujours dans la note, on va le constater avec une autre date, le 18 février 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Didier Roustan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Roustan, journaliste sportif, on va parler de la télévision tout à l'heure. Ce livre Puzzle, ce sont vos mémoires, ça sort chez Marabout, un livre justement avec plein de chapitres évoquant votre carrière. Et j'ai trouvé, mais ce n'est pas dans le livre, oui, la date de votre première télé, le 18 février 1978, au 13h. Vous commentez l'entraînement sous la neige de l'équipe de France de rugby avant la rencontre France-Irlande. Oui, alors c'est pas ma première. C'est celle qui est répertoriée à l'INA en tout cas. Oui, mais il y en a une autre aussi où je suis avec Georges Decaune, Marie-Christine Debourse qui est pourtant arrivée 2 ans après moi. C'est pas ma première télé, mais c'est peut-être ma première intervention au journal de 13h. Exactement. Parce que dans les émissions de sport, je suis intervenu très rapidement. Après, quand on faisait le 13h, le 20h, un peu moins le 23h, il y avait une pression supplémentaire et c'était une manière de me ménager, quoi, que je maîtrise tout à fait ce que je fais, parce qu'après, quand vous aviez Christian Bernardac, rédacteur en chef, voilà, c'était pas un tendre et là, vous étiez plus exposé, quoi. Voilà. Mais en même temps, vous aidiez les journalistes qui, quelquefois, ne connaissaient pas aussi bien le football que vous, et votre présence pour même monter un film ou faire un commentaire était importante. Oui, c'est pour ça qu'ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé pour 2 choses. La première, c'est qu'il y avait que 3 spécialistes de football, alors qu'on était une vingtaine de journalistes. Aujourd'hui, dans une rédaction sportive, sur 20 journalistes, il y en a 18 qui connaissent le football, hein, ça je vous garantis, ou 17, quoi. Et là, curieusement, mais c'était une autre époque, c'était beaucoup plus omnisport, et puis il y avait beaucoup moins d'émissions à la télé. Et j'aidais ceux qui... C'était un peu, comme je dis, la cour des miracles, hein. Il n'y avait pas que des grands spécialistes de sport. Je me souviens, il y avait Alain Schneider qui était charmant, mais lui, son dada, c'était l'opéra. Mais après, comme il fallait trouver une place, il s'était vendu auprès de Georges Decaune pour prendre une place au service des sports. Et quand il y avait un match, notamment sur la région parisienne, du côté de Saint-Ouen, le Red Star en particulier, il me disait, Didier, part avec l'équipe technique, mais là, j'étais là depuis 2 mois seulement. Fais les interviews, après quand je revenais, je lui expliquais le match, et après il me dit, bon, tu le connais si bien que tu vas faire le montage à ma place. On était en film à l'époque, donc je faisais le montage, et je lui écrivais les grandes lignes, et lui le remettait un petit peu à son goût, et faisait le mixage. Alors ça a sensibilisé évidemment Georges Decaune et les autres personnes, surtout que je faisais pas que ça, et que, j'avais de très grandes connaissances en matière de foot. Et comme 3 semaines avant mon départ de stage, le PDG de TF1, le président de la Ligue de football professionnel et le président de la Fédération française de football se sont mis d'accord pour que voie le jour une émission hebdomadaire à partir de septembre 77 qui allait s'appeler Téléfoot. Et là, Georges Decaune, Jean Rénal, mais aussi Pierre Cangioni, qui a été très important pour moi, qui était le présentateur et le responsable de cette émission, on dit oui, il va falloir qu'on engage des gens, mais on en a déjà un sous la main, le petit, il va faire l'affaire, et donc
J'y suis resté 12 ans, quoi, pour le coup. Alors, Pierre Cangioni, justement, il faut savoir qu'en 2012, il a reçu le prix de la carrière décerné par l'Association des écrivains sportifs, qui récompense quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, par ses écrits ou par ses travaux, a apporté une contribution importante au sport, à sa diffusion, à son retentissement. La preuve avec ce générique. C'est le générique qui était parti depuis très très longtemps. Voilà, ça c'est un générique de téléfoot, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Et c'est celui qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Mais c'est vrai que ça a été une nouvelle aventure, parce que là, c'était plus les commentaires, c'était autre chose. Là, c'était tous les samedis soirs, parfois le vendredi soir. C'était le même soir que la journée de championnat de Ligue 1. Et les 10 matchs se jouaient, contrairement à maintenant et depuis pas mal d'années, le même jour à la même heure. Et nous, à Téléfoot, on passait 2 des matchs de la soirée. Et chaque fois, j'allais en faire un des 2, ou très souvent. Et c'était dans des conditions dantesques, c'était assez dur, parce que on notait, on mettait le chrono dès qu'il y avait le coup d'envoi à 0. Bon, ça, c'est pas difficile. Dès qu'il y avait une action à peu près valable, on la notait. 3 minutes 45, tir de machin, au-dessus, après, dans les 5 dernières minutes du match, on descendait sur la pelouse, donc on les voyait pas les 5 dernières minutes du match. On était dans les couloirs, dans les escaliers, et on prenait 2 joueurs à la volée qui avaient disputé la rencontre, un joueur de chaque équipe, une petite interview, Après, on filait dans le quart de montage. Et là, avec des machines, mais qui remontent à l'époque des dinosaures, donc très lentes, et pour une fraction de seconde, il fallait refaire le plan. On faisait un montage. Alors je me souviens, c'était 2 énormes machines dans des quarts. Il y avait 2 personnes, chacun s'occupait de sa machine. Et il recalait avec la main, la bande magnétique, tout ça. Et il comptait. Il devait appuyer chacun sur un bouton, mais au même moment, pile poil. Donc il faisait 1, 2, 3, top. Mais s'il y avait une fraction de seconde qui avait machin, il fallait refaire, etc. Et donc en catastrophe, le montage vaille que vaille a été fait. Et de toute manière, les 2 matchs passaient à la fin de l'émission, vers 11h30. Et là, sur une petite télé noir et blanc, avec les moyens du bord, on commentait en direct. C'était des conditions de travail qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, Didier Roustan. Non, mais c'est normal. Et comme je le disais tout à l'heure, la télé n'était pas encore à son âge adulte, mais c'était la meilleure école qui soit aussi, je pense, quelque part. Et ça m'a aidé après pour la suite. Alors, il se trouve que Téléfoot est né, non sans mal, parce que la Fédération de football ne voulait pas que cette émission existe, parce qu'elle risquait de vider les stades, ce qui était déjà produit d'ailleurs dans les années 60, où on ne diffusait plus les matchs de football internationaux à la télé. C'est vrai. Comme au théâtre, d'ailleurs, où on craignait qu'une pièce à la télé vide les salles, ce qui n'était pas le cas du tout. Non, au contraire, c'était une promotion formidable pour le football. Alors c'est vrai que à l'époque il y avait pas de magnétoscope, donc les gens qui allaient au stade, le temps qu'ils en sortent, ce soir-là ils allaient pas voir Téléfoot. Oui. Mais il y avait un match tous les 15 jours chez eux, donc c'est pas bien grave. Et puis ils avaient vu leur match. Voilà. Et puis tout le monde était content. Et puis c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Tout le monde était ravi. Et puis c'est passé le dimanche. Ensuite, il n'y a pas eu de problème. C'est passé le dimanche, oui. Alors ensuite, après les matchs, on se détendait, on allait faire la fête. C'est vrai. Et un soir, à la sortie d'un café, vous avez chanté ceci, Didier Roustan. Potemkin. Potemkin, ouais. Ah on rajoutera. Ouais. Potemkin de Jean Ferrat, paroles de Georges Coulonge et chanson censurée à la télévision parce qu'elle était politique en 65. Oui. Maintenant, j'aime la marine, Potemkin. Oui, j'explique que Jean Rénal a contribué à ma conscience politique. C'était quelqu'un qui m'a fait toucher aussi. Moi, j'étais le rock pur et dur, donc les chansons à texte, avec les Jacques Brel, les Jean Ferré, il m'a sorti, j'allais voir avec lui à Bobino, Serge Reggiani, etc., etc. Et là, on était un petit peu éméchés après un match de basket, en fait, et voilà, on avait envie de chanter. Et comme on connaissait à peu près les paroles de cette chanson de Jean Ferré, on l'avait chanté. Les soirs de match, c'était un peu épique. Oui, il fallait décompresser. Je me souviens d'un soir avec avec le réalisateur Jean Pradinas, parce qu'il y avait toujours le réalisateur qui avait un rôle important. On était garé en face de la gare,
C'était encore à Angoulême, décidément Angoulême, vous savez, entre ce que j'expliquais tout à l'heure et là. Et on était très branchés flipper, en fait. Et on a joué au flipper. Et puis après, il était 2h du matin et on s'est dit, parce qu'on prenait le premier train qui remontait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va rester à jouer au flipper. Et on a joué au flipper toute la nuit, en buvant quelques apéritifs ou quelques bières. Mais voilà, on a dormi dans le train, c'était très bien. Et le flipper, il serait dérivé d'un jeu français, le jeu de bagatelle, et du billard japonais. Et il a été mis au point à Chicago dans les années 30 par des mécaniciens et des électriciens au chômage. Alors, j'en apprends des choses. Voilà. Moi, je vais encore en apprendre avec vous, avec une autre date, le 12 avril 1986. À tout de suite sur Sud Radio avec Didier Roustan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Roustan, le livre Puzzle, vos mémoires, qu'on évoque en filigrane à travers ces dates clés, on va y revenir tout à l'heure. Le 12 avril 1986, c'est aussi une date clé pour vous, mais surtout pour Marseille. Écoutez. Et ils nous ont donné des boulevards derrière que les Français ont bien su exploiter. On a vu ce que ça a été. Bernard Tapie reprend le club de Marseille et vous allez interviewer Bernard Tapie, bien sûr, dans Téléfoot, quelques temps plus tard. Oui, alors en plus Michel Hidalgo, il avait pris Michel Hidalgo qui quittait la sélection donc de l'équipe de France. Michel Hidalgo qui était très très populaire et avec qui j'étais très ami parce que je l'ai connu pendant quand il officiait comme entraîneur de l'équipe de France. Moi en tant que journaliste, évidemment ça nous avait rapprochés. Et puis après quand il a quitté en 84, il a été consultant pour TF1. Donc on a fait notamment la Coupe du Monde 86 ensemble. Et puis après on travaillait ensemble sur France 2. Et Michel Hidalgo m'a dit, c'est un mec super, tu vas voir, nanana, il faut... de toute manière, comme j'étais patron de Téléfoot, j'allais le devenir. Il était évident que j'allais croiser sa route et l'interviewer. Et une fois, alors c'est la date en question, je veux l'inviter pour Téléfoot, donc on se met d'accord sur une date, mais il se trouve que le dimanche il ne peut pas, donc on convient d'enregistrer tout ça le samedi, la veille. Je lui donne rendez-vous, on va dire à la louche, les heures sont pas très importantes, mais je sais pas, peut-être 15h, 15h30. Toujours est-il que quand il arrive à l'heure. Le plateau est pas prêt parce qu'il y a une émission ou un enregistrement qui se faisait, qui a pris du retard. Donc on se retrouve au service des sports, tous les deux. Le service des sports était désert à cette heure-là le samedi. Et on se met à discuter en attendant que le plateau se libère. Et là... on a parlé une bonne demi-heure, peut-être un peu plus. Il m'a laissé parler, il m'a posé des questions, j'y répondais, des questions sur le football. Et il écoutait, voilà. Il était intéressé puisqu'il me relançait, et puis ses relances étaient pleines de bon sens, etc. C'était très sympathique. Après, on attaque l'enregistrement, qui a duré peut-être une vingtaine de minutes, et on en a extrait 7 à 8 minutes. Et là... il m'a répété textuellement tout ce que je lui avais expliqué quelques minutes auparavant. Ça en était fascinant parce qu'il aime le football, Bernard Tapie. Enfin, il aimait le football comme il aimait, je sais pas, les glaces à la vanille. Enfin, je veux dire, c'était pas un fou furieux. Il découvrait quand même cet univers. Et avec un aplomb, comme s'il maîtrisait le sujet depuis, je sais pas, des dizaines d'années. Et il s'est, parce que ce que je lui avais expliqué, c'était des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. C'était des idées qu'il fallait peut-être mettre en place pour X raisons et tout. Et c'est une véritable éponge. Voilà, il a tout absorbé et il a tout recraché entre guillemets au micro. Et j'en suis resté baba pour deux raisons. Déjà, la faculté d'enregistrer tout ça aussi rapidement. Et la deuxième, quand même, qui m'a moins plu, c'est de tout s'approprier, quoi. Bien sûr. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, j'ai affaire à un sacré gentleman cambrioleur. Il n'a pas laissé sa carte, mais il m'a dit au revoir rapidement parce qu'il était pressé, voilà, bon truc, comme il est toujours, enfin souvent. Et je me suis dit, j'ai un sacré asticot en face de moi, ça va être quelque chose, et ça a été quelque chose. Voilà. Et il se trouve que 2 ans plus tard, il vous a appelé à l'issue d'un match perdu par Marseille contre Le Havre, ouais. Et là, le ton a été très différent. Ah non, parce qu'après, lui, Tapie, il voulait avoir les gens à sa main.
Et avec moi, il a tout fait. Il m'a fait des grands numéros de charme. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai toujours gardé une certaine distance pour avoir une liberté de parole et ne pas me laisser influencer. Donc, il se trouvait que souvent, à l'époque, l'avant-centre vedette de l'OM était donc Jean-Pierre Papin. Et il avait le chic pour, s'il sentait qu'il allait perdre le ballon dans la surface de réparation, pour faire mine qu'il pouvait le récupérer, mais il s'écroulait. Enfin, évidemment, il y avait un petit contact, mais léger, avec son adversaire direct. Et donc, dans la surface de réparation, bien souvent, des arbitres qui étaient à l'époque pas sous influence, mais Tapie, je veux dire, arbitré à Marseille, mais même à l'extérieur. C'était, voilà, les arbitres avaient un petit peu peur, et dans le doute, comme Papin faisait ça relativement bien, ils accordaient un penalty qui était pas du tout justifié. Et moi, le lendemain, le dimanche, je me gênais pas avec plaisir, mais quand ça se produisait, je montrais au ralenti et je dis voilà, Papin, une fois de plus, il a berné tout le monde parce qu'il n'y a absolument pas faute et tout. Et donc, forcément, ça avait aussi de l'influence sur les arbitres qui regardaient l'émission. Et un soir, au Havre, l'OM joue donc, et il joue pour une place qualificative en Coupe d'Europe. Et on est à 2-3 matchs de la fin, donc ils sont plus ou moins obligés de gagner. Et moi, je me trouve, alors en plus, donc j'étais patron de Téléfoot, et je devais faire un texte, et il y avait beaucoup de bruit là où j'étais, un peu partout, et pour m'isoler, je suis monté un peu dans des escaliers que je connaissais à peine. Je suis tombé sur une pièce que je n'avais jamais vue de ma vie. Il y avait juste une table, une chaise, c'était parfait pour moi. J'allais réaliser peu de temps après qu'il y avait un téléphone, parce que le téléphone retentit, et moi j'avais pas dit où je me trouvais. Et c'est Bernard Tapie. Allô, c'est Bernard. Déjà dans ma tête, je me dis, mais comment il sait que je suis là, cet Ostrogoth? Alors je savais qu'ils avaient perdu. Et il se trouve que là, Papin aurait eu 2 pénaltys pour le coup valables, mais qui n'ont pas été sifflés par l'arbitre. Mais c'est l'histoire, vous savez, de Pierre qui dit toujours au loup, et puis on y va. Ah exactement. Non, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. Et des fois, peut-être que, bon, mais c'est comme ça. Et Tapie hurle, mais voilà, avec tes conneries, que papa fait du cinéma et tout, voilà, l'arbitre n'a pas sifflé, c'est de ta faute. Et ça, il commence des noms d'oiseaux. Bon. Comme j'étais jeune et j'étais assez sanguin, le sang antillais dans les veines, on est un petit peu susceptible, ça va vite. Donc, au nom d'oiseau, j'aurais eu répondre des noms d'oiseaux parce que je lui tenais tête. Il y a que ça. Et puis bon, il me faisait pas peur non plus. C'est pas. Et ça a été assez violent, oui, jusqu'à ce que l'un des deux raccroche. Mais c'est très fort de sa part parce que, alors déjà pour me trouver, je sais pas comment, bref. Mais la deuxième chose, c'est qu'il avait toujours un coup d'avance. Et là, il savait que le match était perdu. C'est qu'il m'insulte, tout ce qu'il veut, ça va rien changer. Mais pour me mettre un rat dans la cervelle et que dans les semaines qui allaient suivre ou les années, comme j'étais patron il faut le patron de Téléfoot, il peut pas ne pas l'avoir à sa botte, quoi. Et il l'avait pas. Donc voilà, pour avoir une prise sur moi, quoi, un ascendant psychologique, et que je me sente redevable de quelque chose vis-à-vis de lui. C'est un lascar, mais comme je le dis dans le chapitre où je parle de lui, c'était aussi Dr Jekyll et Mr Hyde, parce qu'il pouvait être charmant. Et je raconte une anecdote une fois à Lille où je me casse la clavicule et il est papa poule avec moi, il m'emmène dans les vestiaires de l'OM, il oblige le docteur, voilà, regarde-le, machin, il hurle au loup parce que je dis bon, mais après le match je vais reprendre la voiture, machin, ah mais non, enfin bref, et voilà. Personnage. Alors, il se trouve que Jean-Luc Moreau, dans cette émission, nous a raconté voici quelques temps, quand il a mis en scène un Boussalo, Bernard Tapie, au milieu des répétitions, dit non, je m'en vais, j'en ai marre. Et il l'a pris au mot, Jean-Luc Moreau. Ok, on arrête. Et là, Tapie, il a été décontenancé. Il a dit on continue. Et oui, il faut toujours lui tenir tête. Il faut lui tenir tête. Alors, absolument. Il se trouve que bon, vous avez un caractère particulier, ce qui fait qu'un jour, vous avez quitté TF1 quand TF1 est devenu privatisé, parce que ça vous convenait pas. 2 ans après. Et vous êtes passé sur Canal où vous avez découvert une chaîne naissante avec Pierre Lescure. Oui. Et j'ai beaucoup aimé les rapports avec Pierre Lescure, surtout que bon, je suis resté 3 ans à Canal et après, il m'a aidé. Par rapport à un syndicat mondial qu'on avait créé avec Maradona et Cantona, j'explique un peu tout ça. Et puis une association ensuite, Foot Citoyen, il était venu à une conférence pour me donner un coup de main.
Ouais, j'ai beaucoup aimé Pierre Lescure et Canal+. C'était totalement différent, puisque là, je faisais des grands documentaires. Ça m'a oxygéné un petit peu le cerveau, moi qui étais dans le foot depuis 13 ans, quoi, de 76 à 89 au quotidien. Et j'ai touché beaucoup d'autres sports. Et puis le documentaire, c'est un autre exercice qui demande, alors pour le coup, beaucoup plus de travail, parce que là, vous êtes avec une feuille blanche et tout est à faire. Et j'ai fait, voilà, grâce à tout ça, plusieurs fois le tour du monde, et ça a été très enrichissant, et professionnellement et humainement. Il se trouve aussi que vous racontez dans ce livre Puzzle, Didier Roustan, un match de Mike Tyson auquel vous avez assisté, et qui a été un gros investissement pour pas grand-chose. Oui, c'est vrai, il y a tout un chapitre là-dessus, ça se passait à Atlantic City. Voilà, Canal+, à l'époque, faisait souvent... une nuit entière de sport où prenait l'antenne à 19h, enfin, ou peut-être 20h, jusqu'à 3h du matin, et il y avait des événements un peu partout dans le monde, et le plus souvent en direct, et là, tout le monde était pris plus ou moins, et Charles Bétry, le patron des sports, me dit, Didier, il me manque quelqu'un pour aller commenter la réunion de boxe à Atlantic City avec Tyson Stewart, le match phare, tout ça et tout. Mais là, faire un documentaire sur Tyson, ou un documentaire sur n'importe quoi, ou même si vous me demandez de faire un documentaire sur un chirurgien ou un plasticien ou ce que vous voulez, c'est dans mes cordes, parce que je vais travailler en amont, sur le moment, tout ça. Commenter de la boxe en direct, là, on va comprendre rapidement que vous n'y comprenez rien, quoi. Et je lui ai dit, oui, mais tu auras Jean-Claude Boutier avec toi et tout. J'ai dit, ouais, je le sens moyen, sauf si je pars 3-4 jours avant et que là, j'assiste à tous les entraînements, j'engrange un peu des choses. Donc, c'était... Ouais, on avait un certain luxe à l'époque. Donc, je parle... C'est-à-dire que dans le livre, je fais en sorte... Je pense que c'est un livre qui peut même être intéressant pour des gens qui sont pas spécialisés par le football. C'est pas du football pur et dur. Quelle est la tactique? Vous êtes d'accord avec moi, vous qui l'avez lu? Justement, la preuve, je termine sur Mike Tyson, parce que vous allez assister au match, et vous allez assister à un match qui va durer même pas un round. Oui, absolument. Absolument, et je vais même me planter parce que heureusement Boutier, qui sera très élégant, va un peu me sauver dans cette histoire, parce que le steward en question va être compté 3 fois, c'est-à-dire 3 fois il est allé au tapis. Mais chaque fois, la première fois il se relève au bout de 7-8 secondes, la deuxième fois il se relève, et la troisième fois il se relève encore. Mais à partir du moment où il était tombé, le match était terminé, parce que dans cet état, si vous allez 3 fois dans le même round, même si vous vous relevez, ça sert à rien. Et moi, j'étais un peu paniqué, parce que je me disais, mais pourquoi? Je connaissais pas cette règle, et Jean-Claude. Donc, je suis allé 3-4 jours, dans des conditions fantastiques, avec la Cadillac, machin, j'explique ça, bon bref, entre New York et Atlantic City, dans des conditions merveilleuses, pour à l'arrivée commenter. En plus, on est 2. Même pas 3 minutes, parce qu'après il fallait rendre l'antenne, parce qu'il y avait d'autres événements, tout ça et tout, et en ayant le chic pour ne pas connaître la fameuse règle, mais c'est comme ça. Voilà. Il faut savoir qu'après l'arrêt de sa carrière, Mike Tyson était couvert de dettes, donc il a fait des exhibitions, et sa dernière apparition à 54 ans, c'est le 23 juillet 2020, dans une soirée caritative, avec un match qui s'est terminé par un match nul contre un de ses adversaires de jadis. Eh oui, le pauvre, son manager, le fameux Don King, lui, a pas dû être sur la paille. En revanche, voilà, c'est comme ça. Les sportifs se faisaient exploiter, pas qu'en boxe. D'autres souvenirs sont dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 20 septembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Didier Roustan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Didier Roustan. On a commencé à parler de vos débuts dans le football, à la télévision, vos retransmissions dans le monde entier. Et tout ça est dans ce livre Puzzle qui est sorti chez Marabout, un livre imposant de plus de 400 pages. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui, Didier Roustan ? C'était peut-être le bon moment. Ces dernières années, c'est vrai que je croisais par hasard des éditeurs qui me disaient, il faudrait que tu écrives quelque chose, que tu transmettes aux gens, tu as eu 10 000 vies, tu as touché plusieurs générations, les écrits restent, tout le tralala. Mais je trouvais ça un peu gênant et peut-être un peu prétentieux de parler de soi durant toutes ces pages, quoi, ces centaines de pages.
Et puis, voilà, Benoît Bontou, donc la personne de Marabout, était la énième personne à me proposer ça. Est-ce qu'il avait les bons mots? Sans doute, il était très sympa, enfin il est toujours. Est-ce que c'était peut-être le bon moment? Sans doute. Je lui ai dit, écoute, je dis pas oui, mais je dis pas non pour une fois. Je baisse un peu le pont-levis de mon château où se trouve ma tour d'ivoire. Laisse-moi réfléchir une semaine et puis après on discute. Et je lui ai posé des conditions qu'il a acceptées parce que j'étais encore moyennement motivé. Je lui ai dit, écoute, d'accord, mais pas dans un ordre chronologique. Laissez-moi une liberté totale. Après, vous pouvez relire ou me conseiller pour des choses. C'est pas un problème, mais... Et puis, ils ont tous été extra, la maison d'édition, ça s'est très bien passé. Donc, je me suis dit pour mes enfants aussi, qui parfois me voulaient que je reste, et puis je partais au bout du monde et tout, qui comprennent mieux certaines choses. Je trouvais aussi que les gens connaissent peu... au niveau de la télévision, qui est un outil qu'ils croient connaître par cœur, mais ils ont que ce qu'ils voient, quoi, tout ce qui est cuisine. Alors, sans trahir des grands secrets, je me suis dit que ça pouvait être un livre intéressant, puisqu'il y a 47 ans de carrière, ok, entre guillemets, mais il y a aussi 47 ans de télé. Et d'en parler, leur expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est un parcours. Certains ont des autoroutes. Moi, j'ai commencé sur une autoroute et puis après, j'ai préféré prendre des petits chemins plus ou moins escarpés et je le regrette pas du tout. Mon banquier un peu peut-être parce que évidemment, quand vous prenez des risques, la liberté, ça a un prix et de temps en temps, c'est plus compliqué, mais voilà pourquoi, les grandes raisons. Et finalement, maintenant, j'en suis bien content, quoi. Alors, il se trouve justement que vos routes divergentes sont multiples. D'abord, il y a eu, après TF1, après Canal, il y a eu France 2, oui. Car vous avez été aussi un des nombreux participants de Stade 2. Oui, exact. Oui, j'aurais fait Téléfoot et aussi Stade 2, deux émissions mythiques. Enfin, il y en a une... qui a duré 13 ans et où j'étais la cheville ouvrière après, enfin je le suis rapidement devenu, et une autre où je m'occupais d'un quart d'heure, j'étais responsable du football sur Stade 2, mais c'est ce quart d'heure qui faisait, bon, mais c'est pas moi, hein, c'est le football, qui faisait la plus grosse audience. Il faut que les gens réalisent que ce quart d'heure, par exemple, Stade 2 faisait déjà une belle audience, faisait 2,5 millions de téléspectateurs, parfois avec des pointes à 3 millions. Aujourd'hui, un prime time à 3 millions, il y a des gens sur France 2, ça serait pas si mal, quoi. Mais il n'y avait pas aussi la même concurrence, il n'y avait pas Internet, etc., etc. C'était différent. Et puis vous avez débuté dans une cellule familiale qui était TF1. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que vous êtes revenu maintenant à l'équipe TV, ouais. Qui est aussi une autre cellule familiale. Ouais, pour moi, la famille est travaillée en parfaite harmonie. Enfin, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on peut pas être copain avec tout le monde, mais qui est un minimum de respect. Et c'est vrai que à TF1, tout ça, alors j'étais le bébé, donc forcément, mais TF1 restera jamais ma famille, quoi. Ce sont mes racines. Et les racines, elles vous suivent toute votre vie, et j'ai toujours une très grande tendresse pour TF1, pour ces raisons-là, même si ça n'a plus rien à voir avec il y a plus de 4 décennies, bien évidemment, mais c'était des gens complètement fous, mais très professionnels, et ça m'allait donc comme un gant. Et quand j'ai quitté TF1, de mon plein gré, en l'occurrence, d'ailleurs les patrons de TF1 voulaient pas que je parte, on fait des pieds et des mains et même aligné des euros, mais comme j'avais donné ma parole à Pierre Lescure et Charles Bietri, je me voyais mal revenir en arrière, et puis TF1 allait pas changer de mentalité pour moi, et c'est voilà ce qui moi j'étais pas touché, j'étais le petit roi, mais la manière dont il se comportait avec certaines personnes, ça me plaisait pas, quoi. Et j'en étais où? Donc oui, voilà la dernière de Téléfoot, j'étais très très ému. Enfin, quand j'ai quitté TF1, je savais que
Voilà, quelque part, c'est une manière de grandir parce que je quittais ma famille. Ouais. Alors, il se trouve aussi que ce métier vous a permis, Didier Roustan, de rencontrer vos idoles de jeunesse, à commencer par Maradona. Oui. À commencer par Pelé, parce que ma vraie idole de jeunesse était Pelé. Maradona, quand Maradona a commencé à se distinguer, à être connu, j'étais déjà journaliste, donc j'étais déjà majeur, donc j'étais moins... je dis pas que je rêvais plus, quoi, mais quelque part... c'était pas pareil que la magie de Pelé quand on a 10-11 ans et qu'on voit les images du Brésil 70 à côté de son papa et que après, fatalité, quelques années plus tard, vous allez le rencontrer et même il va être l'invité d'une des émissions dont vous êtes responsable et on va vivre des moments incroyables. Et avec Maradona aussi, plus tard et d'autres. Oui. Mais alors Pelé, quand même, vous l'avez connu, oui. Vous avez vu certains de ses matchs, oui. Mais certains, vous ne les avez pas vus parce qu'il fallait aller se coucher après cette émission. Bonne nuit les petits. Ah, avec ça c'était terrible, Bonne nuit les petits. J'ai toujours détesté Nounours, Pimpronel, le marchand de sable, parce que quand il y avait cette musique, et donc il y avait ces 2-3 minutes de Nounours, et après il fallait se coucher, et je voulais jamais aller me coucher. D'ailleurs, c'est pas étonnant, je suis toujours un homme de la nuit maintenant, je peux me coucher quand je veux. Voilà. Mais il se trouve que Bonne nuit les petits a débuté par hasard pour 12 émissions comme Bouche-Trou quand Claude Lédu a vu en Allemagne une émission pour les enfants, ouais. Et on n'imaginait pas que ce serait... Ça allait avoir un tel succès, bien sûr. Et Maradona, j'en reviens à Maradona, Didier Roustan, parce que vous avez dîné chez lui avec une viande très spéciale et particulièrement goûteuse. Oui, à un moment, je suis allé plusieurs fois chez lui, parce que bon, il était président d'un syndicat qu'on avait créé ensemble avec Éric Cantona, et moi j'étais le secrétaire général, donc je faisais marcher la boutique. Et puis un jour après l'entraînement, pour la première fois, alors c'était pas prévu quoi, il me dit Didier, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah bah je lui dis je sais pas, moi ce soir, je sais pas. Voilà, je sais pas ce que je vais faire dans 3 minutes, alors ce soir, tu vois. Eh ben, il me dit, tu es libre? Je dis, ouais, bien sûr. Eh ben, viens manger à la maison. Ah, j'étais un peu surpris. On était proches, mais pas intimes comme ça. Et puis c'est Maradona, quoi. Il a toute une cour autour de lui. Et d'ailleurs, je lui dis, ok, tu me donnes l'adresse. Il me dit, tout le monde connaît. Bon, ah, d'accord. Bon, quelques heures après, je me suis renseigné, effectivement, tout le monde connaissait, et je me suis retrouvé chez lui. Alors, pour le coup, en petit comité, on devait être 6 ou 7, et il y avait notamment sa femme, l'un de ses frères ou cousins, je sais plus, et son papa et sa maman. Et son papa avait préparé un assado, et l'assado c'est le fameux, voilà, comme la feijoada au Brésil. Alors l'assado en Argentine, c'est toutes les pièces du bœuf, enfin je veux dire toutes les viandes possibles qui vont être grillées d'une manière, machin, avec les saucisses et tout le tralala. Et c'était une soirée incroyable, oui. Il se trouve que Maradona avait aussi la bougeotte, il disparaissait de temps en temps, et puis un jour, il revient après 3 jours, il dit « J'ai été enlevé par des ovnis ». La police a été sur le coup, et après, il a avoué que c'était une invention de sa part. C'était un numéro, c'était un sacré personnage. Il avait, oui, bien sûr. Alors, il se trouve aussi que ce métier vous a permis de faire ce que vous n'imaginiez pas, Didier Roustan, c'est-à-dire des blogs, c'est-à-dire des podcasts, en images et en son. Ouais. Ça aussi, vous êtes resté dans l'air du temps, toujours. J'ai toujours été curieux, quoi. Et puis après, j'ai appris un peu les réseaux sociaux. Alors, je suis que sur l'un d'entre eux, parce qu'après, ça me dépasse quand même un petit peu, et puis je veux pas y passer ma journée. Mais il est facile maintenant de faire des petits films, se filmer soi-même, prendre des images, voilà, ou faire du son comme les podcasts, et voilà, c'est une autre manière de partager des choses avec des gens, et j'aime assez, ouais. Et puis il y a cette association que vous avez créée, Foot Citoyen, qui pour vous est essentielle. Oui, parce que j'explique dans le livre, le livre c'est un parcours, mais finalement, même si je suis assez pudique, je me suis surpris à parler un peu de moi pour que les gens comprennent certaines choses. Et Foot Citoyen, ça tombe pas du ciel. Il se trouve que j'étais un peu livré à moi-même durant mon adolescence.
et qu'il manquait pas grand-chose pour que je prenne le mauvais virage. Mais le football et les gens que je fréquentais dans le football et mes entraîneurs qui étaient aussi des éducateurs, qui se substituaient aussi à mon papa qui était pas souvent là, ont été des points de repère essentiels pour mon équilibre. Les valeurs du sport et donc en l'occurrence du football ont été également essentielles. Ce sont d'ailleurs des valeurs qui me suivent encore aujourd'hui à plus de 60 ans passés et qui me suivront jusqu'à la tombe. Et aujourd'hui, je vois le désarroi de beaucoup de jeunes qui sont en manque justement de repères, en manque d'affection, etc. Ce qui est le cas en plus à ces âges-là où on se pose beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, c'est multiplié par 100 parce que la vie est quand même moins douce. Hein. C'est pas Douce France sur pays de mon enfance, quoi. C'est assez violent. Et je me suis dit que ces gosses-là, en plus, nous, par rapport à l'adulte, même si ça nous plaisait pas trop, on était un peu obligés d'écouter. Aujourd'hui, bon, ils ont un taux de concentration de 3 secondes et demie. Parce que nous, voilà, il y avait 3 chaînes de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de ceci. On était moins éveillés, on était tranquilles. Et donc, je me suis dit, par le prisme du football, si le football est la passion du jeune, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Mais pour ça, et l'aider par rapport à ce manque de repères, d'affection et le fait d'être comme ça assez invertébré, quoi. Et donc vous avez créé Foot Citoyen. J'ai créé Foot Citoyen pour donner des outils pédagogiques aussi aux entraîneurs qui sont au contact de ces gosses. Ça consiste en quoi, Foot Citoyen ? Foot Citoyen, justement, c'est pour donner ces outils pédagogiques là, parce que un entraîneur de gosses de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans, 13 ans, en général, sur le plan technique, footballistique, il va arriver à faire progresser les gosses, mais il peut faire beaucoup de dégâts auprès d'un gosse parce que sans faire attention, il peut l'humilier, il peut lui-même se comporter d'une certaine manière et ça sera un mauvais repère pour le gosse. Si l'entraîneur, et c'est souvent le cas, insulte les arbitres, les remet en question et beaucoup de choses dans ce sens. Donc la première chose, c'était de les alerter et la deuxième chose, parce qu'à leur décharge, personne ne leur donne ces fameux outils pédagogiques. On a travaillé avec des psychologues, avec des gens spécialistes de l'enfance, des éducateurs pour se mettre à leur portée. On a aussi travaillé avec des gosses, on a aussi travaillé même dans des prisons, on a travaillé avec le ministère de la Justice, la protection jeunesse judiciaire, c'est-à-dire des gosses qui sont mineurs, mais qui ont déjà fait pas mal de conneries et qui sont pas facilement récupérables, mais par le prisme de football, on arrivait à faire beaucoup de choses. Voilà, ça a duré 15 ans quand même. Ça a duré 15 ans, ouais. Ça a marché. Et il y a un autre outil maintenant à mettre à la disposition de celles et ceux qui sont vos fans et qui aiment le football. C'est ce livre, Didier Roustan, Puzzle chez Marabout, qui est le point de départ d'autre chose, parce que vous n'allez pas vous arrêter comme ça. Sur la couverture, il y a un petit chiffre, le 1. Oui. Ça veut dire que si l'éditeur s'y retrouve, et surtout, si j'ai la motivation pour repartir dans un numéro 2, je pense que dans ma besace, potentiellement, j'ai 4 puzzles possibles. Ça sera l'occasion. Donc peut-être dans un an, ça sera peut-être l'occasion de revenir, si vous avez la gentillesse de m'inviter. Mais voilà, on verra bien, je sais pas. Mais ce qui est bien, en tout cas, ce qui me fait plaisir, je sais pas si ce livre aura un succès, mais tous les retours que j'ai, en tout cas, il a un succès d'estime pour ceux qui l'ont lu et ça me fait très plaisir. Ça s'appelle Puzzle, c'est chez Marabout. Donc merci Didier Roustan. Merci en attendant la suite, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.